on est assez nombreux dans cette salle. Bienvenue dans ce webinaire. C'est le webinaire donc, de présentation de l'étude Adaptation au changement climatique du secteur de l'immobilier dans les scénarios Transition 2050. Et donc, nous serons 3 personnes à intervenir dans ce webinaire. Donc moi-même, Sakina Penpoint de l'Observatoire de l'immobilier durable, Morgane à côté de moi, chef de projet à l'Observatoire de l'immobilier durable, et Alban Gaspard, présente ici, qui travaille à l'ADEME et qui va se présenter juste après et qui va aussi nous présenter le contexte de cette étude du côté de l'ADEME. Petite introduction rapidement pour rappel de l'ADEME. Donc voilà nos membres de l'OID. Et nous avons pour habitude de publier dans notre centre de ressources toutes nos études, toutes nos publications, nos décryptages, etc. Et cette étude que nous allons présenter aujourd'hui sera bien sûr publiée dans notre centre de ressources. De même, on organise régulièrement des groupes de travail que nous vous invitons à rejoindre, des événements, des conférences et une veille régulière. Pour aujourd'hui, donc, on parlera en introduction rapidement de cette étude. Alban prendra la parole pour exposer le contexte de cette étude et tout le travail qui a été fait à l'ADEME sur l'étude des scénarios de transition 2050 de manière plus générale et de comment notre étude s'inscrit dans cette étude de manière plus globale. Puis on parlera des risques du parc immobilier face aux différents aléas climatiques qu'on a étudiés à 2050, des actions adaptatives qui ont été évaluées en termes d'émissions carbone pour le secteur de l'immobilier et des limites et perspectives de cette étude pour des prochaines études. Je laisse donc la parole à Alban qui va vous présenter le contexte global de cette étude. Bonjour à tous. Effectivement, le travail qui va vous être présenté aujourd'hui prend place dans un travail plus large qui s'appelle Transition 2050, qui a été mené par l'ADEME et ses partenaires sur ces 2 dernières années, et dont l'objectif était de dessiner 4 chemins contrastés d'atteinte de la neutralité carbone en France à 2050. Alors, la neutralité carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas émettre plus d'émissions carbone que nous sommes en capacité d'en absorber, soit par des puits naturels, soit par des puits technologiques. Les objectifs, c'était d'illustrer le champ des possibles à long terme pour atteindre la neutralité carbone, mais aussi toutes les implications des différents chemins possibles pour pouvoir mieux éclairer les décisions à prendre à court et à moyen terme. On a donc élaboré 4 scénarios contrastés, vous allez le voir dans une minute, de neutralité carbone. C'est donc des scénarios dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone, mais on a également documenté des impacts en termes de ressources, de pollution, les impacts économiques, des enjeux sur les modes de vie, etc. L'idée, c'était d'avoir des visions les plus contrastées possibles pour pouvoir capter 4 grandes évolutions de la société, 4 récits de société très différents, pour pouvoir se plonger dans des futurs différents, puis en comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, la logique générale des scénarios, pour que vous la compreniez, parce qu'on va revenir dessus pas mal pendant le webinaire, en gros, on a 4 scénarios. Le premier s'appelle Génération frugale, le deuxième s'appelle Coopération territoriale, le troisième s'appelle Technologie verte et le quatrième Paris réparateur. Pour comprendre leur logique globale, en gros, on a 2 équipes. On a l'équipe où des scénarios, qui sont les scénarios 1 et 2, on va essayer de limiter au maximum les impacts de l'activité humaine sur l'environnement. Et puis, on a l'équipe où on va plutôt, avec les scénarios 3 et 4, laisser filer un certain nombre d'impacts, mais chercher à les compenser pour pouvoir atteindre la neutralité carbone à 2050. Et vous le voyez sur le graphique qui est sur la diapositive, au final, si on prend une photo de 2050, on a des résultats très différents du S1 au S4. Le scénario 1, c'est un scénario où on a atteint la neutralité carbone même un petit peu plus grâce aux puits biologiques. Les puits biologiques, c'est quoi? C'est les forêts, etc.
Et puis le scénario 4, donc ça, comme les choses avancent comme ça jusqu'au scénario 4, où on émet énormément et on a plus de mal à maximiser les puits biologiques. Et donc, du coup, on doit avoir recours de façon massive à des puits technologiques que sont le captage-stockage de CO2, le captage du CO2 dans l'atmosphère, qui sont des technologies encore peu matures. Alors, si on En termes de récits de scénarios, rapidement, c'est des scénarios donc, qui vraiment dessinent 4 avenirs très différents. Sur un scénario génération frugale, c'est plutôt un scénario de frugalité contrainte, de rééquilibrage sur le territoire au profit de zones moyennes, de zones rurales, de villes moyennes, pardon, de zones rurales. Un scénario plutôt de low-tech, de localisme, moins de viande, etc. À l'opposé, le scénario Paris réparateur, c'est un scénario où on continue la consommation de masse, l'étalement urbain, une économie mondialisée, une agriculture intensive, et du coup, on a besoin d'avoir recours au captage du CO2 dans l'air. Entre les deux, le scénario 2, c'est un scénario, pour faire vite, où on va moins vite et moins loin que le scénario 1. C'est un scénario néanmoins d'évolution profonde autour de la sobriété des modes de vie. On va moins vite et moins loin parce qu'on a des processus concertés d'évolution, ce qui permet d'embarquer tout le monde, mais qui en même temps prend un petit peu de temps. Le scénario technologie verte, c'est celui qui met le paquet sur l'efficacité énergétique, les technologies de décarbonation, et qui continue dans un consumérisme vert et dans un mouvement de métropolisation tel qu'on l'a connu sur ces 30 dernières années. Alors, chaque scénario présente un défi spécifique. Aucun n'est facile, aucun n'est simple. Le scénario 1, c'est réussir l'évolution rapide et d'ampleur de nos modes de vie. Le scénario 2, c'est réussir l'évolution concertée et d'ampleur de nos modes de vie. Le scénario 3, c'est réussir à trouver la ligne de crête de la décarbonation, mais sans modifier en profondeur nos modes de vie. Et enfin, le scénario 4, c'est réussir l'innovation technologique d'ampleur pour ne pas avoir à modifier nos modes de vie. Si on exprime ça dans les leviers de la transition, qui je pense sont connus à beaucoup d'entre vous, le scénario 1, c'est un scénario où on va actionner de façon très importante la sobriété et beaucoup moins importante les puits carbone. Le scénario 4, c'est le symétrique. On ne va pas du tout actionner le levier de sobriété et énormément le levier du puits carbone et des énergies décarbonées. Et puis le scénario 2 est celui qui est sans doute le plus équilibré en termes d'intensité de recours aux différents leviers d'action. Le scénario 3 étant celui où on va essayer de compenser par l'efficacité et l'énergie décarbonée le fait que le besoin, la demande en énergie ne baisse pas puisqu'il n'y a pas de sobriété. Pour le bâtiment, rapidement, ça donne des choses très différentes. Et vous voyez qu'on a rajouté sur cette diapo le tendanciel, parce que le tendanciel, il est aussi intéressant à regarder, parce que c'est là où on arrive si on continue les tendances actuelles. Quelques éléments qui vous permettront de mieux comprendre le travail qui va vous être présenté par la suite. En termes de volume de construction neuve, le scénario 1 et le scénario 2 sont des scénarios où on limite fortement la construction neuve parce qu'on va essayer au maximum d'optimiser le parc existant, occuper mieux le parc existant, que ce soit dans les logements où on a 10% de logements vacants à ce stade ou 10% de résidences secondaires dont certaines vont être réinvesties en résidence principale, ou dans le tertiaire où on va augmenter l'intensité d'usage d'un certain nombre de bâtiments, par exemple des bureaux qui sont à l'heure actuelle inoccupés le soir, le week-end et qui pourraient accueillir des activités. Donc, limitation forte de la construction neuve dans le scénario 1 et dans le scénario 2. Dans le scénario 3, au contraire, on a fait le pari d'un nouvel esprit haussmannien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la déconstruction d'un certain nombre de bâtiments considérés comme obsolètes, alors soit parce que soumis aux aléas climatiques, on va le voir dans une minute, soit parce qu'ils sont dans les métropoles, dans les premières couronnes des logements individuels et qu'ils sont détruits pour que ces premières couronnes puissent être redensifiées. En termes de rénovation, je vais passer vite parce que ce n'est pas le point qui va être le plus abordé par la suite. Ayez en tête néanmoins que 3 des 4 scénarios, 1,
2 et 3, c'est des accélérations sans précédent à la fois du rythme, mais aussi de l'ambition de chaque rénovation énergétique, puisqu'on amène les logements largement à un niveau BBC rénovation, un petit peu dégradé dans le S3, mais enfin, dans l'idée, on est dans une accélération de l'ambition de la rénovation énergétique. En termes d'énergie, on décarbone la chaleur dans les scénarios, donc on bascule vers soit du bois, soit des réseaux de chaleur, soit des pompes à chaleur. Et puis en termes de mode de vie, on a des modes de vie qui vont être beaucoup plus sobres dans le scénario 1 et 2. On va limiter sa possession d'équipements, son utilisation d'équipements, alors que le scénario 4, ça va être le scénario de la smart home, du multi-équipement, du frigidaire qui vous envoie un texto avec la liste des courses, ce genre de choses. Le scénario 3, ça va être un scénario de forte efficacité des équipements. Si on prend par exemple le sujet de la climatisation, les scénarios 3 et 4, c'est des scénarios où la climatisation va être installée, très utilisée, alors que dans les scénarios 1 et 2, on va d'abord avoir recours à des solutions peut-être plus low-tech, de surventilation nocturne, de brasseurs d'air, et n'utiliser la climatisation que lorsque vraiment on a des périodes de canicule où on dépasse une certaine température de consigne. Voilà pour vous brosser les grandes idées des scénarios pour le bâtiment, pour que vous puissiez suivre la présentation qui va vous être faite ensuite par l'équipe de l'OID. Alors, si ces éléments vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir le site transition2050.adem.fr. Vous avez un gros rapport qui parle d'atténuation. Plein de petits rapports qui explorent les impacts des scénarios. Alors, je vous en ai mis 2. On a un scénario qui va regarder l'impact sur l'artificialisation des sols. Un autre rapport qui va regarder l'évolution de la filière construction neuve et de ses acteurs dans des scénarios où on construit plus ou moins et on a besoin de rénover. Et puis enfin, vous avez, donc ça c'est atténuation, impact sur d'autres dimensions. Et puis, vous avez aussi un rapport spécifique qui est dédié à l'adaptation au changement climatique sur l'intégralité des secteurs de la société française. Et puis, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui qui a été fait par l'équipe de l'OID pour le bâtiment spécifique. Alors, l'objectif de l'étude qui va vous être présentée aujourd'hui, cette étude, elle a pour objectif d'explorer les enjeux de l'adaptation du parc immobilier au changement climatique. On s'est posé 3 grandes questions. La première, c'est comment est-ce que l'exposition aux aléas climatiques du parc de bâtiments de la France métropolitaine va évoluer dans le futur. Alors, dans le futur, on est à 2050 et puis on est dans plusieurs scénarios. Donc, on a regardé, c'est important à avoir en tête, on va beaucoup parler de scénarios cet après-midi. D'un côté, on va parler des scénarios neutralité carbone. Les scénarios ADEME, qui vous l'avez vu, sont très divers. Donc, les 4 scénarios neutralité carbone et le scénario tendanciel, qui est un scénario où on n'atteint pas la neutralité carbone. Donc, des scénarios ADEME, transition 2050. Mais on a aussi regardé dans l'étude des scénarios climatiques. On vous fera un topo là-dessus tout à l'heure. Les scénarios climatiques, c'est les scénarios du GIEC. Donc, on a regardé quelle serait l'évolution de l'exposition aux aléas climatiques dans un scénario RCP 4.5 ou qui est un scénario plutôt optimiste en termes d'évolution du climat. Et puis, on a regardé aussi ce que ça donnerait dans un scénario 8.5, qui est un scénario moins optimiste, justement pour voir l'impact de ces différents scénarios sur l'exposition du parc. La deuxième grande question qu'on s'est posée, c'est quelle est la sensibilité du parc immobilier à ces aléas climatiques? Et enfin, quelles pourraient être les solutions d'adaptation mises en œuvre selon les différents scénarios? Vous avez vu, ils ont des philosophies différentes, donc ils appelleraient des solutions d'adaptation différentes. Et quelle serait leur empreinte carbone? Merci beaucoup, Alban. On va du coup maintenant vous présenter la méthodologie de calcul et la méthodologie de calcul des risques en particulier qui ont été utilisés tout au long de cette étude. Et c'est Morgane qui vous présentera à la fois la méthodologie et les résultats de cette étude. Oui, alors merci Sakina, merci Alban pour cette introduction. Donc pour resituer un petit peu l'étude dans son contexte, donc comme Alban l'a très justement rappelé, notre but c'était d'évaluer l'impact de l'adaptation au changement climatique des bâtiments en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors pour cela, de notre côté, on s'est organisé en 4 grandes phases. On a d'abord commencé par projeter le parc immobilier français à 2050 selon les différents scénarios de neutralité et selon le scénario tendanciel.
Ensuite, on a procédé à une analyse de l'exposition aux aléas climatiques du parc immobilier dans toutes les configurations possibles, donc c'est-à-dire selon les scénarios de neutralité et selon les scénarios du GIEC, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure un peu plus en détail. Pour la phase 3, nous avons imaginé les actions adaptatives pour chacun des scénarios. Et enfin, on a établi un bilan des gaz à effet de serre des émissions associées aux différentes configurations. Pour revenir un petit peu sur la phase 2, qui est donc celle du diagnostic de risque du parc immobilier. Donc, la définition qu'on a gardée pour le risque de l'aléa climatique, c'est le croisement entre l'exposition et la vulnérabilité. Donc, l'exposition, elle est liée aux aléas climatiques et à d'autres facteurs environnementaux. Donc, pour cela, on s'est servi des différentes plateformes, que ce soit la DRIAS, GeoRisque, le BRGM, Géolittoral ou encore le projet MAPUS, qui permettent un petit peu de définir quelle va être la nature de l'aléa climatique, son intensité et à quel lieu. Et enfin, pour la vulnérabilité, on a fait une étude de sensibilité. Pour ça, on s'est basé sur les fiches profils pour le logement et le tertiaire, qui nous ont en fait permis de définir des catégories de bâtiments selon des critères techniques. Et en fait, par cette définition-là, on a pu étudier comment réagiraient les bâtiments aux différents aléas climatiques auxquels ils seraient soumis. Pour cette étude, on s'est aussi appuyé sur l'outil BATADAPT, donc qui est disponible en ligne et qui vient un référentiel, en fait, montre comment on évalue la sensibilité des bâtiments selon différents critères techniques. Pour les scénarios de projection climatique, donc comme Alban l'a rappelé, on s'est servi du scénario RCP 4.5 et du scénario RCP 8.5, qui sont tous les deux des scénarios du GIEC. On le voit sur ce graphique, le scénario 4.5 arrive à 2 degrés à 2100 et le scénario 8.5 est plutôt autour des 4 degrés à 2100. Donc, on a des conséquences bien pires dans le scénario 8.5 que dans le scénario 4.5. Voilà pour ça. Donc, on va pouvoir passer aux résultats de l'étude. Donc, selon les 4 aléas qu'on a étudiés, qui sont les vagues de chaleur et les îlots de chaleur urbains, les sécheresses et retraits et gonflements des argiles, les précipitations et inondations, et la montée du niveau de la mer et les submersions marines. Donc, pour les vagues de chaleur et les îlots de chaleur urbains, on a donc croisé ces deux éléments. Donc, les vagues de chaleur, je pense que tout le monde a à peu près la définition en tête, peut-être un peu moins pour les îlots de chaleur urbains. Donc, pour rappeler rapidement ce que c'est le fait qu'en ville, on a une température plus élevée par rapport à la campagne environnante à cause de la concentration des constructions. Donc, par exemple, on voit ici l'îlot de chaleur urbain à Paris. Donc, dans le centre de Paris, on a des températures bien supérieures à la banlieue autour. Donc, pour vous donner un petit peu des estimations, en 2003, par exemple, il y avait une différence de plus 10 degrés lors de la canicule entre le centre de Paris et la campagne environnante. Donc, c'est un phénomène qui est assez intense. Voilà. Alors, du coup, pour vous présenter un petit peu les résultats, donc ici, on a les surfaces de bâtiments qui sont touchées par différents niveaux de risque. Donc, on a le risque passable important et le risque très important. Pour ce scénario 4.5, donc, on a peu de différence entre les différents scénarios de l'ADEME, parce qu'en fait, on n'a pas considéré de nouvelles constructions en zone à risque qui soient plus importantes dans un scénario neutralité que dans un autre. Par contre, on a des volumes de construction qui sont plus importants, et donc on a un scénario 4 dans lequel il y a plus de surface de bâtiments touchés, puisqu'en fait, il y a tout simplement plus de surface de bâtiments. Le grand résultat qu'il faut un petit peu retenir, c'est que dans ce scénario 4.5, qui est un scénario de transition, on aurait plus 26 à 27% de surface touchée par un risque très important en 2050 par rapport à 2020. Donc, c'est quand même une augmentation assez importante. Et comme on va le voir pour le scénario 8.5, là, c'est tout de suite pire, puisqu'on a plus 61 à 65% du parc qui est exposé à un risque très important à 2050. Donc, voilà un petit peu pour ces deux aléas. Maintenant, pour passer sur la sécheresse et retrait et gonflement des argiles, on s'est servi donc de deux indicateurs. On s'est servi donc des indicateurs de sécheresse qui sont disponibles sur la DRIAS, et on s'est servi des indicateurs de retrait et gonflement des argiles. Donc, le retrait et gonflement des argiles, vous avez le schéma ici, et en fait, c'est le fait que sur des sols argileux, on ait une absorption de l'eau qui va provoquer donc ce gonflement
qui va avoir lieu après une période de sécheresse où le sol se sera plutôt retiré. Et donc, ce mouvement-là, qui va être amplifié par le réchauffement climatique, qui produit de graves dégâts sur les bâtiments. Voilà, c'est un risque qu'on a voulu analyser. Et pour ce risque-là, donc, on a pour le scénario RCP 4.5 plus 16% de zones à risque, très important à 2050. Donc, pareil que pour le risque vague des chaleurs et îlots de chaleur urbain, la différence entre les scénarios, elle est toujours due au fait qu'il y ait plus de surface construite dans le scénario 4 que dans le scénario 1. Et pour le scénario 8.5, on a une différence de 47%, donc c'est beaucoup plus élevé que dans le scénario 4.5, entre 2020 et 2050 par rapport aux surfaces des bâtiments qui sont touchés par un risque très important. Donc voilà pour cette aléa. Pour passer sur les précipitations intenses et les inondations, pour la méthodologie, on a croisé la fraction de précipitations intenses avec les différents niveaux de risque d'inondation qui sont disponibles sur la plateforme GeoRisque. Et en fait, on a donc ces niveaux de risque-là. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils ne variaient pas trop entre les scénarios 4.5 et le scénario 8.5, donc qui est sur cette diapositive-là. En fait, on s'est rendu compte que l'indice de fraction de précipitation intense, qui était l'indicateur retenu pour cette étude, il ne permettait pas de prendre en compte l'intensification des précipitations. Donc, il aurait fallu un indice qui soit plus porté sur l'intensification des précipitations en elles-mêmes. Donc, ce que vous pouvez voir là sur cette slide, c'est l'évolution de cet indicateur de 2020 à 2050 pour les différentes régions climatiques. Donc, on voit qu'en fait, cet indice, il n'augmente pas, ou peu. Et donc, voilà, ça ne nous a pas permis de vraiment prendre en compte cet aléa, mais il n'y avait pas d'autres indicateurs disponibles. Donc, Sakina reviendra tout à l'heure sur les limites de perspective, mais ce sera quelque chose qu'on réabordera. Et donc, pour le dernier aléa, la montée du niveau de la mer et les submersions marines, donc pour cela, on s'est servi des niveaux d'élévation du niveau marin qui sont sur le BRGM, et aussi des différents niveaux de risque qui sont sur GeoRisque. Donc, pour les scénarios climatiques, cette fois-ci, on n'a pas de différence notable entre le scénario 4.5 et 8.5 via les indicateurs qu'on a retenus. En fait, c'est parce qu'il y a une forte inertie au niveau de cet aléa qui fait qu'à 2050, on n'a pas encore de différence, mais il y a une différence très importante par contre à 2100. Donc, c'est un aléa sur lequel on aurait peut-être plus dû pousser l'analyse, mais les scénarios de neutralité sont à 2050. Donc, c'est vraiment basé sur cette horizon temporel. Et donc, ce qu'on peut noter, c'est que toutes les surfaces qui sont soumises à un risque sont soumises à un risque très important à 2050. Et par contre, on n'a pas pris en compte de nouvelles surfaces qui seraient exposées aux submersions marines, puisqu'il n'y a pas de données en open data sur les nouvelles surfaces à risque à 2050 pour le risque submersion marine. Donc voilà, en fait, l'élément important, c'est que toutes les surfaces qui sont aujourd'hui touchées seront touchées à un risque très important à 2050. Pour passer donc aux actions adaptatives pour le secteur de l'immobilier qui constitue donc la phase 3 du calendrier qu'on vous a présenté tout à l'heure, on va vous expliquer un petit peu quelles sont les actions adaptatives qu'on a retenues dans quel scénario, pour ensuite passer à l'empreinte carbone de ces actions adaptatives. Donc ici, on a un petit tableau où on revoit les mêmes pictogrammes que ceux qu'Alban avait présentés sur les différents scénarios, donc génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari réparateur. Et en fait, comme l'a expliqué Alban, dans le scénario 1, on s'est vraiment axé sur un principe de sobriété. Donc l'adaptation, elle vient moins de solutions qui sont techniques et en dur que de solutions qui sont plus au niveau de l'individu qui va devoir s'adapter et aussi un petit peu de solutions d'adaptation fondées sur la nature. Dans le scénario 2, on a donc la coopération territoriale qui permet en fait de mettre des solutions en place de plus grande ampleur et c'est surtout des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, par exemple, au niveau des inondations, on peut mettre des solutions à l'échelle des bassins versants, donc par exemple reméandrer les cours d'eau. Donc voilà pour ce scénario. Pour le scénario 3, on s'appuie plus sur des technologies. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Alban, on a vraiment cette politique de déconstruction-reconstruction qui est appelée Nouvel Esprit Haussmannien. Et en fait, via cette déconstruction-reconstruction, on va pouvoir adapter les bâtiments. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça représente au niveau de l'empreinte carbone.
Pour le scénario 4, enfin, on a vraiment un pari technologique qui est effectué. Donc là, en fait, on ne voit pas toutes les actions adaptatives, mais seulement les actions adaptatives qu'on a pu chiffrer. Donc, on n'a pas les éléments au niveau des nouvelles technologies qui sont encore trop incertaines pour pouvoir évaluer leur empreinte carbone. Mais par contre, on a vraiment, par exemple, pour les inondations, la mise en place des techniques constructives importantes comme des digues ou des murets. On a aussi pris en compte la déconstruction-reconstruction, mais à un niveau moins important que dans le scénario 3. Et on a enfin le scénario tendanciel dans lequel il y a beaucoup moins d'actions qui ont été prises en compte, puisque aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins d'actions, peu d'actions d'adaptation qui sont menées sur les bâtiments par rapport à ce qu'il faudrait, sur le chemin sur lequel il faudrait se placer. Là, c'est pour revenir rapidement sur la sensibilité de laquelle j'ai parlé tout à l'heure quand j'ai évoqué le diagnostic de risque. Donc, en fait, grâce aux typologies des fiches profils, on a pu étudier différents types de bâtiments et leur attribuer un scoring de sensibilité grâce au référentiel Batadap dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a un rapide extrait de ce livrable-là, pardon. Et en fait, plus le scoring est faible, plus la sensibilité est forte. Donc, par exemple, au niveau de l'accueil d'adultes handicapés, on a une sensibilité forte aux vagues de chaleur, puisque c'est des personnes qui sont plus vulnérables que, par exemple, dans des résidences collectives normales. Voilà, pour ce niveau-là. Et maintenant, pour l'empreinte carbone des actions adaptatives, qui était un peu la finalité de ce projet, on a réussi à dresser une évaluation des émissions de gaz à effet de serre à 2050 de l'adaptation des bâtiments au changement climatique pour les deux scénarios du GIEC. Donc, on voit bien sûr que dans le scénario 4.5, l'empreinte carbone est plus faible que dans le scénario 8.5, puisqu'il y a beaucoup moins de zones à risque dans le scénario 4.5. On voit également que les scénarios 1 et 2 arrivent à la neutralité carbone sans recourir à des puits technologiques. Et en fait, c'est parce qu'ils sont beaucoup axés sur des solutions d'adaptation fondées sur la nature qui agissent comme des puits carbone naturels. Donc, vraiment, la conclusion, c'est que les solutions d'adaptation fondées sur la nature sont incontournables pour atteindre la neutralité carbone à 2050. Sur les scénarios 3 et 4, on a des empreintes carbone donc plus importantes puisqu'on a moins de solutions d'adaptation fondées sur la nature et plus de solutions fortement émissives comme la déconstruction-reconstruction ou pour le scénario 4, l'aménagement de digues. Et enfin, pour le scénario tendanciel, on a une empreinte qui se situe à peu près entre le scénario 3 et le scénario 4, mais ce n'est pas tellement lié aux surfaces qui sont exposées puisqu'elles sont plus importantes. C'est lié au fait qu'on mette moins d'actions adaptatives en place. Et ça, en fait, ça va entraîner d'autres bilans que le bilan carbone. Et c'est quelque chose dont on aurait pu également parler, puisqu'il va y avoir évidemment un bilan humain, un bilan environnemental très important. Et donc, je vais laisser Sakina développer ceci et plus globalement, le reste des limites et perspectives. Merci beaucoup, Morgane. Donc, évidemment, quand on fait une étude, on s'aperçoit de tout ce qu'on aurait pu faire en plus. On connaît aussi nos biais et limitations. Et pour être en toute transparence et pour pouvoir divulguer tous les besoins en recherche, de nouvelles connaissances, de nouvelles méthodes, on a décidé de consacrer toute une partie sur, et vous le retrouverez aussi dans notre rapport de synthèse, sur justement les limites et les perspectives que pourrait amener notre étude. Alors, première limite, nos analyses, elles sont basées sur les modèles et les modélisations du CNRM de 2014. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que entre 2014 et entre 2020, il y a eu une update des modèles et entre-temps, on a continué à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. On a continué sur le scénario du pire, entre guillemets, le business as usual, le 8.5. Et le nouveau moment où on a fait les nouvelles modélisations, évidemment, les prédictions climatiques sont pires que celles de 2014. Donc, l'ensemble de nos analyses qui ont été basées du coup sur le modèle 2014 minimisent un peu les risques. Pourquoi on n'a pas utilisé celui de 2020 ?
Tout simplement parce que les indicateurs de 2020 n'étaient pas encore déclinés à l'échelle de la France et pas encore disponibles sur la plateforme DRIAS quand on a fait nos études, c'est-à-dire entre décembre et janvier. Et elles le sont à l'heure actuelle, depuis le 8 février de cette année. Et donc, ça serait intéressant de faire une mise à jour de cette étude avec du coup les risques pour pouvoir voir justement la différence entre les risques qu'on avait estimés en 2014 et les risques qu'on a estimés maintenant et les réels risques potentiels en fait qu'on pourrait estimer dans le futur si on continue sur ce chemin. Ensuite, les indicateurs climatiques qu'on a choisis, on a choisi en fonction de ce qui était disponible, hein, toujours des limitations techniques, des limitations sur la donnée. Et les choix de l'indicataire dont on a parlé tout à l'heure sur l'inondation, le choix de s'appuyer sur la fraction de précipitation intense, ça implique qu'on s'est appuyé sur le fait de regarder plus une durée de précipitation au-delà d'une certaine intensité, et non pas sur une intensité qui augmente en elle-même. Or, le problème des bâtiments, c'est que l'intensité des précipitations couplée à l'artificialisation des sols et couplée à d'autres problématiques va créer des inondations de plus en plus fréquentes parce que cette intensité augmente et pas seulement parce que la fraction pourrait augmenter. Donc, c'est un indicateur qui, du coup, on a essayé, il ne convenait pas. On aimerait pouvoir justement faire une update avec un indicateur qui sera plus révélateur en fait du changement climatique. Et bonne nouvelle, on a appris qu'il y allait avoir une publication de cet indicateur qui n'est pas encore disponible mais qui le sera très prochainement sur DRIAS. Et on compte le rendre disponible dans notre outil Batadapt. Donc, on pourra regarder justement cette évolution des précipitations intenses à l'avenir. Pour les données bâtiments, alors, on a regardé l'ensemble des bâtiments sur la France de manière égale avec des actions adaptatives similaires pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments tertiaires. Or, on ne peut pas mettre en place toujours les mêmes actions sur le tertiaire que sur le résidentiel. Notamment, parlant d'une action très courante, la ventilation nocturne. Dans le résidentiel, c'est tout à fait faisable. Dans le tertiaire, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas laisser ouvertes les fenêtres toute la nuit. Donc, il y a plein d'actions comme ça qui devraient être différenciées selon le bâtiment résidentiel et le tertiaire. Et ça serait intéressant de ne pas les traiter indifféremment. De la même manière, on n'a pas traité les bâtiments industriels et agricoles. Ça pourrait être intéressant d'aller aussi plus loin dans ces études et de regarder justement les bâtiments industriels et les bâtiments agricoles, notamment parce qu'en fait, des risques sur ces bâtiments impliquent beaucoup de conséquences humaines, sociales, économiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ces secteurs. Pour une question d'optimisation de calcul, la limitation qui concerne du coup l'optimisation de temps de calcul, c'est le fait qu'on a pris pour hypothèse que la surface moyenne d'un bâtiment est la même dans toutes les régions climatiques de France. Quand je parle de régions climatiques, je parle des régions climatiques au sens des réglementations thermiques. Donc, c'est plusieurs régions qui sont regroupées en une seule et ça correspond à un climat similaire en France. Et du coup, on a considéré que les surfaces moyennes des bâtiments étaient les mêmes dans toutes les régions climatiques de France. Et ce que ça signifie en termes de résultats, ça signifie que quand on regarde individuellement nos résultats pour une région climatique de France, pour les cas où les surfaces des bâtiments sont inférieures à la surface moyenne, le risque est un peu maximisé. Et pour les cas où les surfaces moyennes sont supérieures, où les surfaces moyennes de la région climatique sont supérieures à la surface moyenne de France, le risque est au contraire minimisé. Concrètement, des régions où les bâtiments sont grands, on peut imaginer par exemple que c'est le cas pour l'Île-de-France, etc., ou au contraire pour les autres régions, on aura une minimisation du risque. En moyenne, de toute façon, puisqu'on a pris la surface moyenne d'un bâtiment en France et que l'étude porte sur la France, nos résultats ne sont pas impactés par ça. Mais si on veut creuser au niveau des régions, ça peut être intéressant de regarder cette partie-là aussi. Au niveau des horizons temporels. Au niveau des horizons temporels, on avait comme contour et comme périmètre de notre étude de regarder l'horizon temporel à 2050.
C'est déjà très intéressant pour le cas des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations, puisqu'on voit déjà que le changement climatique à 2050 va avoir un impact très important sur le secteur des bâtiments. Par contre, pour le cas des submersions marines, malheureusement, on n'a pas pu observer de risques assez importants et significatifs, enfin de différences de risques assez significatives, parce que à cause de l'inertie de la montée du niveau de l'eau. Et du coup, ça serait vraiment intéressant de pouvoir se projeter un peu plus loin, notamment parce que les submersions marines, ça entraîne de la perte de biens. Et donc, ça entraîne une question d'investissement aussi et d'endroits où on investit. Et du coup, ce n'est peut-être pas l'horizon parfait pour regarder les submersions marines et on devrait peut-être regarder un peu plus loin. Autre limitation, dans les scénarios S1 à S4, les scénarios de transition, les scénarios de l'ADEME, ont été pensés pour réfléchir à l'atteinte d'une certaine neutralité carbone, en tout cas pour le secteur en question et pour le périmètre en question. Et du coup, quand on a commencé à vouloir s'attacher à ces scénarios pour l'adaptation, on s'est retrouvé confronté à une hypothèse qui n'a pas été posée pour ces scénarios S1 à S4, c'est est-ce qu'on va décider de construire, quand on va faire de la construction, déconstruction, etc., dans des zones à risque, ou est-ce qu'on va privilégier des zones qui ne sont pas à risque, justement? Ou est-ce qu'on va décider de construire en termes de zones climatiques, ou est-ce qu'on va décider de construire en termes de zones à risque? Si dans le scénario 1, par exemple, on décide de ne plus du tout construire dans les zones à risque parce qu'on sait quelles sont les zones à risque, et dans le scénario 4, on le fait beaucoup, ou l'inverse, selon ce qu'on décide dans ces hypothèses pour les scénarios, on va se retrouver à avoir des résultats où les risques seront peut-être très minimisés dans les scénarios où on ne construit plus dans les zones à risque, et beaucoup plus importants dans les zones, justement, dans les scénarios où on construit dans des zones à risque. La septième limitation concerne du coup les externalités environnementales, économiques et sociales. Morgane nous en a touché un petit peu un mot tout à l'heure. Concrètement, on a regardé les externalités en termes d'émissions carbone. Donc, on sait ce qu'un scénario par rapport à un autre va impliquer en termes d'émissions. Ce qu'on n'a pas regardé, c'est les émissions en termes de pollution, en termes de conséquences sociales, report de vulnérabilité donc sur certaines populations, de conséquences sur la biodiversité aussi et d'exploitation de ressources. Ce que ça veut dire aussi, c'est que parfois, certaines solutions qu'on a privilégiées et qui n'étaient pas forcément très émissives pourraient être des solutions de maladaptation, malgré tout, parce qu'elles vont avoir des conséquences économiques, sociales et environnementales très néfastes. Donc ça serait quelque chose de très important à étudier et du coup, on fait un peu cette impasse sur la maladaptation dans cette étude. Les effets rebonds et les boucles de rétroaction n'ont pas non plus été étudiées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les effets rebonds et les boucles de rétroaction? C'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'analyse de l'incapacité future à mettre en œuvre les solutions proposées dans un climat non identique à celui-ci. Concrètement, mettre en place des solutions fondées sur la nature, il faut le faire dès le début et il ne faut pas penser à le faire trop tard parce que une des conséquences du changement climatique, par exemple, c'est les sécheresses et ça peut avoir des impacts sur justement la capacité à mettre en œuvre ces solutions-là. On a aussi réalisé notre analyse, comme vous l'avez vu, en silo. C'est-à-dire on a regardé chaque aléa un par un, dans chaque zone, une par une. Évidemment, un bâtiment qui est touché par un aléa et qui met en place les actions adaptatives en place pour cet aléa va pas subir le même potentiel de risque qu'un bâtiment qui va être touché par plusieurs aléas en même temps. Et je pense qu'il serait très intéressant justement de mener cette analyse multi-aléas. Et de la même manière pour les solutions adaptatives, un bâtiment qui est touché par plusieurs aléas ou qui met en place une solution pour un aléa, cette solution peut être une réponse à plusieurs aléas. Exemple, planter des arbres sur sa parcelle de bâtiment, on répond à l'aléa vague de chaleur, mais on répond aussi à l'aléa inondation puisqu'on désimperméabilise. Et donc, ces solutions qui sont multi-aléas, en fait, qui sont des réponses à différents aléas,
n'ont pas été regardées comme une seule solution. Elles ont été répétées à chaque fois. Et en fait, ça serait intéressant de regarder l'efficacité cumulée des solutions adaptatives sur le parc de bâtiments. Voilà un petit peu pour toutes les limitations de cette étude. Et je reviens quand même sur nos résultats, parce que je pense que c'est important, et sur les principaux résultats de cette étude. Alors, pour l'exposition vague de chaleur, les gros chiffres qui ressortent, c'est que pour le scénario 4.5, on a plus 26% de surface de bâtiments à risque très important dans le scénario de transition, le scénario RCP 4.5. Et en revanche, pour le scénario RCP 8.5, on a plus 61%. Donc, on a vraiment une différence de risque très importante. Il faut aussi garder en tête que selon les scénarios, évidemment, du S1 au S4, on a des risques qui sont de plus en plus importants, quasiment de manière linéaire selon ce qu'on a décidé comme hypothèse. Ensuite, pour le scénario d'exposition face aux sécheresses, d'ici à 2050, on a plus 5% par rapport à 2030 et plus 36% par rapport à 2030 dans le scénario 8.5. Tandis que dans le scénario 4.5, c'était plus 5. Donc là, à chaque fois, c'est la différence entre le scénario où on se met à mettre en place beaucoup d'actions pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre, VS le scénario où on ne le fait pas. Et la quantité de surface qui est exposée à un risque très important, elle progresse aussi en fonction des coefficients d'artificialisation. Ensuite, l'augmentation de l'exposition au risque de submersion marine, elle est très importante aussi, tout simplement parce que l'ensemble des bâtiments qui sont à l'heure actuelle un petit peu touchés par les submersions marines vont être forcément, par la force des choses, avec le fait que le niveau de la mer va monter, celles qui sont un petit peu touchées vont être touchées de manière majeure plus tard. Ce qui serait très intéressant de voir d'ailleurs aussi, c'est de regarder les nouvelles surfaces qui seront touchées. Et je pense que pour cet aléa, il y a vraiment un enjeu à regarder toutes ces nouvelles surfaces qui vont être touchées et comment ce risque sera réparti entre les risques passables, comme on les a appelés, importants et très importants. Voilà pour les résultats en chiffres de nos études. Et le résultat le plus marquant en fait qu'on sort en termes de résultats qualitatifs de notre étude, c'est le fait que les seules stratégies d'adaptation des bâtiments au changement climatique qui permettent d'atteindre une neutralité carbone sans avoir recours à des puits technologiques sont les solutions qui en fait s'appuient sur les solutions fondées sur la nature. Alors, étonnamment, on arrive aux mêmes conclusions que les différents rapports du GIEC, ou pas, puisqu'on s'appuie sur leur scénario, évidemment. Mais du coup, c'est quand même quelque chose de fort à retenir pour le secteur de l'immobilier et pour l'adaptation des bâtiments individuellement. Voilà pour nos études et pour nos résultats. Et puis, je vais laisser maintenant la place à vous pour pouvoir nous poser vos quelques questions. Alors, effectivement, on a quelques questions qui sont arrivées. Je commence par la première qui va vous demander de remonter quelques diapos sur vos matrices de risque, puisqu'on a une première question qui nous dit « Qu'entendez-vous par risque important ?» Donc, c'était une question qui a été posée sur le premier aléa, mais je pense qu'on peut la traiter sur tous les aléas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les... Alors, je vais le faire pour le premier aléa, c'est le plus simple. Ou tu veux répondre? Non, vas-y, t'es lancé. Ouais, je suis lancée, allez, go. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'indicateur qu'on a regardé dans la question, c'était les CDD, c'était les Cooling Degree Days, et en français, c'est les jours de nécessité de faire de la climatisation. Et du coup, en fait, on a regardé cet indice-là. Et cet indice-là, on a pris la même échelle que l'ADRIAS pour regarder quand est-ce qu'on considérait qu'il était faible, moyen et fort. Ensuite, on a croisé ça à l'importance des ICU, des îlots de chaleur urbains. Et ça, on a pris la même échelle que le projet de recherche dont sont issues nos données, qui s'appelle le projet de recherche MAPUS, pour savoir s'il était nul, moyen ou fort. Et ensuite, on a utilisé cette table, justement, pour dire, bon, quand l'ICU est nul, et le risque moyen, le risque est passable pour nous.
etc. Donc là, vous voyez un petit peu la table qu'on a utilisée pour définir ce risque passable important et très important. De la même manière, on a croisé des indicateurs climatiques en s'appuyant sur Adrias et des indicateurs territoriaux, donc de RGA, de risque de retrait et gonflement des argiles, pour les sécheresses et le retrait et gonflement des argiles. Et on a procédé de la même manière en fait pour tous les indicateurs. On a toujours croisé l'indicateur climatique à proprement parler et l'indicateur territorial pour définir notre risque passable important et très important. Merci. Et comme on est encore sur la question des risques, j'ai une autre question de compréhension. Comment le risque d'exposition aux submersions marines peut atteindre 100% alors que l'ensemble des surfaces bâties n'est pas entièrement situé sur des zones côtières? Allez. Alors du coup, comme Sakina l'expliquait un petit peu dans les limites, en fait, dans ce schéma-là, on n'a pas toutes les surfaces de bâtiments du territoire. En fait, l'échelle la plus haute, c'est les surfaces de bâtiments qui sont aujourd'hui soumis à un risque de submersion marine, qui soit passable, important ou très important. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quel que soit le niveau de risque aujourd'hui auquel ces bâtiments sont soumis, à 2050, ce sera un risque très important. Par contre, on n'a pas considéré qu'il y aurait de nouvelles zones de surface qui seront à risque. Donc, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, principalement à cause d'un manque de données en open data. Et donc, on a ce résultat-là. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment des bâtiments qui ne seront pas soumis au risque de submersion marine, notamment des bâtiments dans le centre de la France. Voilà. Merci. Alors, il y a une question qui est plutôt une question pour l'ADEME. Je la résume rapidement, mais en gros, c'est quelqu'un qui s'étonne qu'on arrive quand même à réduire pas mal les émissions en 2050 dans le scénario 4, alors qu'on n'a pas de sobriété. Et du coup, on nous demande si ça semble sous-entendre que sans aucun effort de sobriété, on est en mesure de réduire les émissions de CO2. Alors, effectivement, si tu peux, Morgane, revenir sur la diapo où il y a les leviers, les différents leviers. Alors, je ne sais plus si c'est avant ou après, malheureusement. C'est peut-être après. Voilà, là. Ce qu'il y a dans le scénario 4, c'est deux choses qui permettent d'atteindre la neutralité carbone. Beaucoup de puits carbone, ce qui veut dire qu'on n'a quand même pas réduit les émissions autant que dans les autres. Et également, vous voyez, un gros push sur l'énergie décarbonée. Donc, en gros, on consomme de l'énergie, mais l'énergie qu'on consomme, on la décarbone de façon très prononcée, et ce qui permet de réduire les émissions. Mais pas autant que quand on réduit la demande et qu'on a des énergies un tout petit peu plus carbonées. Je ne sais pas si j'ai été très claire. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors, les gens ont demandé les liens vers les différents documents. J'ai mis dans le chat le lien vers Transition 2050. Je pense, je vous laisse côté OID dire où est le document de l'étude que vous venez de présenter sur votre plateforme de ressources. Mais n'hésitez pas à aller directement regarder ces éléments-là. Mais voilà, l'équilibre se fait comme ça sur le scénario 4. On a une autre question. Est-ce que cette étude prend en compte le décalage / l'inertie au changement et à l'adaptation? Je ne sais pas si vous voulez répondre ou si je peux commencer une réponse parce que c'est les scénarios ADEME, vous me dites. Alors, pour commencer la réponse, les scénarios neutralité carbone dans lesquels cette étude prend place sont des scénarios où on a sur de très nombreuses dimensions des accélérations hyper rapides. De la rénovation, etc., de la modification des modes de vie, parce qu'on doit atteindre la neutralité carbone à 2050. Et donc, du coup, c'est plutôt des scénarios qui visent à démontrer ce qu'on pourrait faire et donner à prendre conscience des vitesses auxquelles il faudrait le faire. Donc, on ne prend pas en compte de façon explicite, du coup, une inertie au changement, puisque finalement, l'inertie au changement, elle est démontrée par le scénario tendanciel. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les filles, sur l'adaptation. Nous, en fait, de notre côté, évidemment, quand on parle d'adaptation, déjà, il y a le fait que notre adaptation, elle est toujours calculée par rapport au risque. Et du coup, forcément, au début,
il y a moins de risques dans les années 2030, 2040, etc. Et du coup, quoi qu'il arrive, en fait, il y a une inertie pour mettre en place des solutions d'adaptation. Et du coup, il y en a, enfin, elle est plus ou moins prise en compte. Et donc ça, c'est la première partie de ma réponse. Et puis, d'autre part, vraiment désolée pour ces bruits externes. D'autre part, ce qu'on a fait, en fait, c'était une simple déclinaison aussi des scénarios de l'ADEME. Et du coup, forcément, on s'est aussi appuyé sur des actions d'atténuation, et puis on a décliné ça pour l'adaptation et pour faire l'ensemble. Donc là-dessus, l'inertie, du coup, ne serait pas pris en compte. Voilà, c'est une réponse en bilatéral, mais je crois que l'idée est comprise. Alors, on a une question sur l'adaptation et la réglementation. Comment intégrer ces préconisations d'action adaptative dans la construction neuve et la rénovation, les prendre en compte dans les évolutions de RE 2020, renforcer les items du futur label RE 2020 développé actuellement par le plan bâtiment durable, intervenir auprès des collectivités locales pour qu'elles fassent évoluer leur plan d'aménagement territorial durable. Beaucoup d'idées déjà. Ouais, beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition. En fait, comment comme on essaye de le faire à l'OID, par exemple, avec toutes ces études, tous ces décryptages qu'on fait au fur et à mesure, beaucoup de partage, en fait, de bonnes pratiques, de bonnes expériences, pour que ça devienne quelque chose qui est plus simple à mettre en œuvre. Et puis, par la suite, évidemment, l'intégrer dans la réglementation, c'est beaucoup de concertation et c'est pas forcément toujours le rôle de l'idée, mais en tout cas quand on peut et qu'on est inclus, on travaille là-dessus aussi. Voilà. Sur la question, par exemple, de l'impact de la rénovation sur le confort d'été, je vous signale un travail qui a été publié il y a quelques mois qui s'appelle Perf in Mind, qui a fait l'instrumentation d'une centaine de maisons individuelles rénovées BBC pour voir comment elles... Alors déjà, quel était leur comportement en termes de confort d'hiver, mais qui a également suivi le confort d'été. Ce qui permet de voir, alors c'est 100 maisons, hein, donc on n'est pas sur, voilà, et ça n'est que des maisons individuelles, mais ça permet de commencer à regarder cette question du confort d'été. Et c'est un sujet de recherche sur lequel on finance un certain nombre d'équipes de recherche. Et il y a une question qui est arrivée qui me concerne aussi. Les travaux de rénovation ne devront-ils pas être mieux effectués, sachant que seulement 5% des rénovations ont permis de réaliser un gain de 2 classes de DPE? Donc, je ne comprends pas comment on peut faire des scénarios avec l'ensemble des rénovations en BBC. Comment peut-on y arriver? Alors, c'est une excellente question. On a un vrai sujet rénovation dans les scénarios. On a fait un travail récemment de comparaison de nos scénarios avec ceux du Shift Project et ceux de Negawatt pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et on est tous d'accord sur le fait qu'on ne boucle pas les scénarios de contribution du bâtiment à la neutralité carbone sans une rénovation globale d'ampleur du parc. Ça, c'est un fait. Maintenant, on en est très très loin sur la dynamique actuelle. Et donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut de façon urgente se pencher pour se dire comment est-ce que la dynamique actuelle, qui est une rénovation par geste, on peut la transformer avec les outils de politique publique dont on dispose pour l'amener de façon, dans les 10 prochaines années, pour réorienter le marché de la rénovation. Et peut-être une dernière remarque, parce que je vois que l'heure file, donc je vois que quelqu'un nous revient sur la question sur le scénario 4 et le fait qu'on ait baissé les émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, très bonne remarque, une limite de la notion de neutralité carbone, c'est qu'on regarde le territoire français. C'est-à-dire qu'on regarde les émissions induites par l'activité sur le territoire français. Ce qui veut dire qu'on ne raisonne pas en empreinte. Ça veut dire donc que si on importe des biens, leur empreinte carbone n'est pas prise en compte.
et que si on exporte des biens, leur empreinte est prise leurs émissions de leur construction et de leur fabrication est pris en compte. Donc, c'est une notion avec toutes ses limites possibles. Pour la dépasser, on publiera avant l'été une analyse en termes d'empreinte de nos scénarios, justement pour comparer neutralité carbone, empreinte carbone, et voir ce que ça veut dire dans des scénarios où on importe beaucoup, où on exporte, avec des niveaux d'import-export différents. Et je crois que nous avons répondu à toutes les questions, sauf peut-être où peut-on trouver cette étude. Donc, je vous laisse la main. Cette étude, déjà, si vous êtes sur ce webinaire, elle vous sera envoyée directement par email juste après le webinaire, ou en tout cas dans cet après-midi. Et par ailleurs, vous pouvez la retrouver sur notre centre de ressources Talouen, le centre de ressources de l'OID, dans les ressources qui seront disponibles librement et gratuitement. Et autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que cette étude, elle est disponible en 2 parties. Elle est disponible dans sa partie rapport de synthèse, c'est-à-dire avec tous les résultats, les limites, etc. Puis la partie méthodologie, où on vous expose de manière la plus transparente possible l'ensemble des calculs qui ont été faits, des choix techniques qui ont été faits, des sources, de la manière dont on les a travaillées, pour que vous puissiez retrouver l'ensemble de nos hypothèses et potentiellement venir nous challenger sur ces questions-là. Avec plaisir. Du coup, oui, bon, petite conclusion du coup, puisqu'il n'y a plus de questions. Merci merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, je passe un petit temps quand même pour vous parler des autres études qu'on produit, dont la dernière étude qui était sur la valeur verte, une étude aussi sur l'Observatoire 2022 des pratiques de labellisation ISR des fonds immobiliers, une étude sur les 10 mesures phares de la loi climat résilience, une étude aussi de l'adaptation, enfin un décryptage de l'adaptation sur les leviers de l'adaptation au changement climatique. C'est un peu une déclinaison de ce que le rapport du Haut Conseil pour le climat a proposé en termes d'adaptation, mais cette fois pour le secteur de l'immobilier. Et du coup, je vous invite à retrouver toutes ces ressources ainsi que l'étude actuelle sur le centre de ressources de l'OID sur Talouen. Et puis, il y a un petit événement aussi un petit lien aussi sur ce qui s'est passé en mars 2022 et que vous pouvez retrouver, et en avril aussi maintenant il y aura, vous pouvez retrouver aussi à ce lien. Merci beaucoup du coup à tous pour votre attention, puis au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Merci beaucoup, bon après-midi.